Alors tout d'abord, merci de cette invitation et je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant, cette diversité des points de vue. Juste une remarque préliminaire, j'aurais aimé rebondir sur une remarque de Donna Meyer qui me paraît absolument décisive, à savoir qu'aujourd'hui, peut-être une des manières de résister, c'est de faire de la philologie politique, c'est-à-dire effectivement de travailler sur les usages des mots, les inflexions de sens et tout ce que ça peut avoir comme impact et comme conséquence réelle. Alors, je voudrais préciser les termes dans lesquels Michel Zancarelli-Fournel et moi-même avons abordé la question des libertés dans notre texte. Et pour cela, je reviens un instant sur le singulier employé dans la question qui nous a été posée pour cette table ronde. Alors, je parle au nous parce que, effectivement, je représente aussi Michel, qui est co-autrice du texte que nous avons publié. Il ne nous a pas semblé pertinent de partir de l'idée de liberté de l'université au singulier ou de la liberté académique au singulier également, non pas parce que tel n'est pas l'enjeu pour l'avenir de notre université, mais parce que cette formulation suggère une manière idéaliste et abstraite de poser le problème, notamment parce qu'elle conduit inévitablement à substantialiser ce qui demande à être contextualisé et situé. De même, il ne nous paraissait pas pertinent de parler du savoir au singulier ou en général. Là, comme pour la liberté, ce syntagme singulier et abstrait tend, lorsqu'on en fait usage, à rendre impossible, selon nous, l'établissement d'un diagnostic, de prendre en compte une certaine réalité historique des pratiques académiques de recherche, de leur structure, de leurs institutions, dans une université qui est en perpétuelle transformation. Il ne nous semblait pas possible, sinon sur le mode de la déploration passéiste et de la disqualification dogmatique, de proposer une compréhension de cette manière et d'aborder de façon plus réaliste, plus complexe aussi, moins univoque, semble-t-il, des problèmes que l'université rencontre aujourd'hui. Enfin, il ne nous a pas semblé possible, avec un tel point de départ, d'envisager le caractère évolutif des rapports qui se nouent entre pouvoir politique et science, entre État et science, pour le dire dans notre mot, entre le savant et le politique. À poser ainsi la question, donc, il nous paraissait peu possible de nous engager dans un véritable travail réflexif, critique et reconstructif. Dès lors, pour nous, le problème devait et doit être considéré sur plusieurs plans simultanés qui engagent différents points de vue, de lecture qu'il faut tenir ensemble. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé dans notre analyse 3 types d'historicisation de la question de l'autonomie des universités et des conditions de la recherche. Un premier type d'historicisation devait nous permettre d'éclairer, même de façon partielle, quelques-uns des changements intervenus depuis la fin des années 80 sur la place et le rôle des intellectuels dans les controverses autour de certaines questions brûlantes, pour reprendre la formule de Braudel, dans une société française toujours plus médiatisée. Des questions brûlantes qui vont constituer une partie importante de l'actualité sociale et politique après l'effondrement des pays de l'Est. Libéralisme, totalitarisme et démocratie, République, le voile depuis 1989, la laïcité, les identités, etc. Et nous étions parfaitement conscients que cette figure de l'intellectuel faisait l'objet sur cette période de transformation non moins significative et que le prisme gauche-droite n'était plus pertinent pour en rendre compte. Un second type d'historicisation portait sur le contenu de l'autonomie donnée aux universités et chaque fois redéfinie. Là encore, sans aucune prétention à l'exhaustivité, nous avons cru important de montrer que ce que recouvre ce terme était historiquement déterminé. Nous avons choisi 3 moments, celui de l'université des débuts de la Troisième République et de l'affaire Dreyfus, celui de mai-juin 68 et celui des réformes depuis 99. Pour chacun de ces moments, nous avons identifié un type de conception de l'autonomie qui réfractait la nature même des relations établies entre le politique et l'université. L'autonomie de l'esprit, disait Louis Liard, pour soutenir sa réforme de la fin des années 80, la récusation de l'ordre hiérarchique pour la réforme des universités au moment 68 et l'élargissement de la représentation de tous les corps qui composent l'université, l'autonomie comme autonomie financière et matérielle depuis la loi Pécresse de 2007. Là encore, et pour chacun de ces moments, parler d'autonomie nous interdisait de postuler un contenu abstrait, général et intangible de cette notion. C'est la nature même du rapport entre politique, recherche et formation qui était à chaque fois en jeu et qui se déclinait historiquement de manière différente.
La troisième et dernière forme d'historicisation est celle de la constitution même de certains de ces savoirs, de leur réception et de leur appropriation en France. Et là, évidemment, il s'agit de ce qu'on appelle les studies. Donc, trois tentatives d'historicisation qui, pour ce qui est de la place et du rôle de certains intellectuels, pour ce qui est de la nature de l'autonomie revendiquée des universités, ou pour ce qui est de la place de certains savoirs, au pluriel, interdisaient et interdisent, selon nous, de poser la question en termes généraux, abstraits et commensurés. Cette tendance à l'abstraction, nous la retrouvons d'ailleurs à propos de l'une des formes dogmatiques et politiques de la disqualification de certaines sciences sociales, à savoir la question des rapports entre militantisme et recherche. On pourra peut-être en parler dans le débat. Là encore, il nous a paru essentiel de reprendre la question en la confrontant à d'autres lectures possibles des autorités, souvent mobilisées pour montrer en contexte que ces lectures étaient fautives et qu'elles devaient être reconsidérées. C'est donc dans ce triple contexte qu'il nous paraît possible d'identifier certaines des menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'autonomie de la recherche dans l'université française. Deux d'entre elles peuvent être clairement identifiées et mises en avant. D'une part, et depuis la généralisation du processus de Bologne, l'institution d'une nouvelle autorité productrice de normes, et je souligne productrice de normes, à l'aune desquelles confiner la recherche, l'évaluer et la financer, cette nouvelle autorité normative est celle du marché. Disons tout de suite que la question ne se réduit pas, bien sûr, au rapport entre les entreprises privées et l'université, dont il ne s'agit pas, a priori, de remettre en cause le caractère possiblement constructif. La question relève plutôt de la manière de constituer de nouvelles normes de gouvernement, de nouvelles normes de gestion des personnels, de nouvelles normes d'évaluation de la recherche, de nouvelles normes concernant la formation, à raison de leur utilité. C'est donc sur le plan normatif que l'autorité du marché constitue, selon nous, une menace véritable pour la qualité et l'indépendance de la recherche et qu'elle façonne un autre esprit. La seconde menace, et c'est là une spécificité bien française, et sur ce point je rejoins Olivier Beau, est d'ordre institutionnel et bureaucratique, sauf que je ferai le lien avec le néolibéralisme. Parallèlement au retrait de l'État pour ce qui est du financement de l'université et de la recherche, on constate une implication toujours plus intrusive de l'État par le biais de ses autorités administratives dites indépendantes ou de ses agences, ANR, HCERS, qui n'ont plus d'indépendance que le nom. Je ne reviens pas sur ce que tout le monde connaît, de la nomination du président de l'HCERS, c'est de la même manière dont sont actuellement non discutés les nouveaux critères d'évaluation de la recherche pour la vague C. Là encore, il s'agit de produire de manière autocratique, par le haut, de nouvelles normes d'évaluation et de les imposer sur le modèle top-down. C'est donc pour nous ce double régime normatif qui nous paraît constituer une menace véritable, les normes du marché comme nouvelle autorité dispensatrice de moyens et déterminatrice des besoins en recherche, les normes des agences comme autorité de l'État venant façonner la manière d'organiser la recherche, de la rendre toujours plus flexible et instable, avec, par exemple, la généralisation du précariat depuis la LPR. À partir de là, comment répondre à l'autre question qui nous était posée et qui porte sur la riposte en la matière? Là encore, au risque de vous décevoir, je dirais que nous, c'est-à-dire Michel et moi, nous ne sommes pas des autorités et qu'il ne sert à rien que d'attendre une solution de la part de quelque autorité que ce soit. Une solution qui de toute façon ne pourrait être que partielle et partiale. Notre réponse porterait alors sur la procédure. Il ne s'agit pas de méconnaître la situation de crise qui est la nôtre, il s'agit tout au contraire de rendre plus précis, plus nuancé, plus complexe le diagnostic et de le démarquer des visions technocratiques en surplomb qui soutiennent toutes les réformes depuis au moins 30 ans. Mais il s'agit alors pour l'établissement d'un tel diagnostic, pour la délimitation des problèmes de l'université et pour l'identification de possibles solutions, de recréer un espace de dialogue démocratique. Il s'agit, au moins pour ce qui est de la définition publique de ces problèmes, de contourner ce qui nous est imposé depuis bien longtemps pour
et par la vision politique de nos gouvernants. Clairement, il s'agit de construire ensemble une autre vision du monde universitaire que celle qui nous est imposée par le haut. Nous sommes ici bel et bien dans ce que Pierre Bourdieu définissait comme un conflit entre des visions du monde et dans des luttes de classement. Pour cela, il s'agit de construire un savoir collectif des mots de notre université, un savoir qui se démarque des représentations institutionnelles et politiques. Ce dont nous avons besoin est de remettre à l'ordre du jour une manière plus collégiale et commune de définir les problèmes, sinon de les résoudre. Dans une perspective pragmatiste, je dirais qu'il faut à nouveau confier aux principaux et principales concernés la possibilité de mener l'enquête et d'en livrer les résultats. Autrement dit, et pour parler comme John Dewey cette fois, il faut parvenir à se constituer en public. Nous restons persuadés que le travail des collectifs comme Rogue ESR, Sauvons l'université et bien d'autres encore, qui sont soigneusement ignorés, pour ne pas dire plus, par nos gouvernants, est décisif sur la durée. Nous sommes persuadés que ces collectifs qui mettent en commun le travail des intelligences pour en faire de véritables structures de vigilance et des ressources de compréhension des problèmes sont l'une des voies primordiales qu'il faut consolider et élargir pour construire une alternative crédible, c'est-à-dire aussi audible publiquement à ce qui nous est imposé par le haut. Je vous remercie. Merci beaucoup, Claude. Remarques, questions? J'étais frappé que, bon, toutes disciplines confondues, je vois des gens qui interviennent de disciplines qui sont vraiment très loin de ce que je fais, et pourtant je retrouve les mêmes problèmes, à différents niveaux. Alors, l'université est peut-être plus atteinte que les labos de recherche, mais dans les labos de recherche, même au CNRS, je vois les mêmes mots que ceux que j'ai écoutés, décrits par des gens de disciplines différentes. Donc, les degrés, c'est simplement les degrés qui sont différents. Comme tout à l'heure, avec la Russie, je me suis retrouvé dans ce que Alexander a dit avec la Russie. Je lui ai dit, en France, je vois ça depuis 30 ans à un niveau plus faible. Et là, je vois la même chose dans les différentes disciplines, que ce soit l'université, que ce soit le CNRS, l'observatoire où je suis, je vois la même chose. Voilà, c'est tout. Merci. D'autres remarques? Je me permets de rappeler juste, parce que je ne suis pas sûre que tu l'aies signalé, le titre de votre ouvrage avec... Tu l'as signalé? Non, je ne pense pas. Donc, de la défense des savoirs critiques quand le pouvoir s'en prend à l'autonomie de la recherche. Qui, du coup, pour les gens qui n'auraient pas jeté un œil à l'ouvrage, permet aussi de comprendre la façon dont la question de l'autonomie est historicisée, ce qui évite, je pense, de se faire piéger. Puisque, en effet, c'est une des choses bien compliquées aujourd'hui que de se faire envoyer à la figure une définition, le mot de l'autonomie, à ceci près que ce qui est mis dedans est absolument pas ce qu'on aurait voulu y mettre, et on pourrait rajouter ça de bien d'autres termes, que ce soit celui d'excellence ou d'autres. Et j'adhère tout particulièrement, je me donne la parole moi-même, aussi à ce que tu dis de ce besoin de mener l'enquête sur la transformation de nos pratiques. Je sais que personnellement, le jour où j'ai réussi à comprendre que la transformation de la consistance des papiers qu'on refusait dans un comité de rédaction avait aussi à voir avec la transformation des stratégies de publication des collègues, notamment jeunes, et qu'effectivement, il valait mieux 5 papiers à une idée que 20 papiers à 5 idées. Ça changeait la façon dont on écrivait, ça faisait qu'on ne faisait plus cadeau comme avant. Alors, ça fait un peu rétro de dire ça, mais on a connu, pour les plus âgés d'entre nous, l'époque de ces grands collectifs qui se vendaient peut-être pas très bien, des grands collectifs de compilation de chapitres, parce que, voilà, il y a un collègue qu'on aime bien et on lui donne un chapitre qu'on aime bien, qui peut être un peu long, un peu pas formaté, et ça donne ces grands collectifs qu'on a connus. Aujourd'hui,
on entend, par exemple, des gens des revues expliquer à des jeunes chercheurs dans des colloques internationaux où on leur apprend à publier, où il y a un workshop Learn to Publish, etc. Et on entend tel collègue dire publier dans un chapitre collectif, autant creuser un trou dans la terre et enterrer votre chapitre. C'est pas rentable de faire un chapitre. Et donc, il faut effectivement des revues avec des impact factors, etc. Et il n'y a rien de plus orgueilleux qu'un universitaire pour à la fois déplorer dans le général et pas reconnaître dans le détail parfois comment ses propres pratiques peuvent être transformées, affectées par ce système normatif-là. Ça confirme que l'un des problèmes, me semble-t-il, et qui fait aussi la difficulté, et c'est pour ça qu'à mon avis, s'arrêter au pouvoir de l'administration, c'est manquer une partie de la difficulté, c'est effectivement d'identifier la manière dont se produisent ces normes. On le voit bien sur le plan international avec la façon dont la morphologie des articles se transforme. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut écrire pour avoir des chances de passer un référé dans une revue internationale, il faut une idée, 3 paragraphes, etc., etc. On voit bien qu'il y a de ce point de vue-là des formes de standardisation, donc qui viennent aussi d'une logique de marché. Alors d'une logique de marché qui est médiatisée par des institutions que sont les grandes revues, et donc de ce point de vue-là, il me semble que l'une des difficultés, c'est qu'effectivement les sources de production de ces normes sont très diffuses. Alors il y a d'une part cette logique de marché au sens large, et puis après, dans le cas très spécifique de la situation française, il y a aussi une production et une imposition de normes. Je crois que, je ne sais pas si parmi les sujets de sociologie, on pourrait imaginer une histoire de l'HCERS ou de l'AERS, devenu HCERS, mais je pense que c'est quelque chose qui nous apprendrait énormément sur la manière dont sont produites ou traduites, parce que c'est à la fois de la traduction et de la production, et je reviens encore à la question de la philologie politique. Je pense que là, on a un besoin sérieux d'une réflexion qui soit historiquement contextualisée et sur la façon dont se produisent à la fois ces normes et ces termes. Et le cas de l'islamo-gauchisme et de l'islamophobie est effectivement particulièrement éclairant et inquiétant de ce point de vue-là. Est-ce que je peux intervenir sur un point? Oui, bien sûr. Oui, bon. Moi, je suis un juriste, donc ça ne me gêne pas du tout que les choses soient abstraites. Donc, j'ai défendu une conception abstraite de la liberté académique. Je m'appuie sur des philosophes. Ça ne me gêne pas du tout. Les critiques sur le côté trop abstrait ne me gênent pas. Je m'appuie sur Pascal Angel. Je pense que parmi les meilleurs écrits sur la liberté académique, il y a ceux de Pascal Angel, qui est philosophe. Donc, j'ai du mal à comprendre cette critique de l'abstraction. Les concepts sont des concepts, donc vous avez beau contextualiser, ça reste des concepts. Donc, tout ça me laisse un peu de marbre. Mais là où je suis vraiment surpris, c'est votre critique de l'HCERS. Il se trouve que j'ai été au CNESER pendant plusieurs années. J'ai souffert au CNESER parce que j'étais représentant de QSF. Et ce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que les évaluations HCERS ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune conséquence. Donc, vous agitez un danger qui est l'évaluation de l'HCERS. Comme maintenant, il n'y a plus de notation. On a réussi à enlever les notations à l'HCERS. Et même à l'époque où il y avait des notations, que j'ai vu au CNESER ce qui se passait, lorsqu'une université était mal évaluée par le CNRS, il y avait ensuite, surtout quand elle était puissante, elle allait négocier avec le ministère de changer la note. Donc, si vous voulez, ce que j'ai vu moi, alors ça c'est vraiment des choses très concrètes, je ne citerai pas cet établissement parce que c'est des choses que je ne peux pas prouver, mais je l'ai entendu et je m'en rappelle très très bien, justement, voir que tout ça était une farce. C'est une farce. Donc, je ne vois pas pourquoi vous vous acharnez sur l'HCERS qui n'a aucune effectivité. L'évaluation n'a pas d'effet. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai du mal à adhérer à votre critique aussi radicale de ce truc que j'appelle l'HCERS, parce qu'on a enlevé à l'HCERS son seul pouvoir qui était d'évaluer, donner des notes et de financer plus et de financer moins selon les notes. Il n'y a plus de notes. Et pour dernière anecdote, pour l'université, moi je dirigeais un centre de recherche, on avait toujours A+. Eh bien, cet A+, nous a jamais rien donné. Parce que dans mon université, il y avait trop de A+. Donc, on n'a jamais eu un sou de plus de l'HCERS. Donc, pour moi, c'est une machine bureaucratique qui ne sert à rien. Voilà. Donc, c'est ça, vous voyez, que je suis très loin de votre critique, parce que moi, j'aimerais justement, si vous faites de la sociologie, j'aimerais bien qu'une analyse pratique de ce qui a été fait avec l'HCERS, la conséquence et pourquoi est-ce qu'on a enlevé, pour moi c'est une aberration, faire une évaluation sans notation, ça veut dire qu'il n'y a plus d'évaluation. Donc j'ai du mal à... Là je trouve que votre discours est complètement éloigné de la pratique que je connais et que je la connais un peu, puisque malheureusement j'ai dû siéger au CNESER pendant plusieurs années et je me suis aperçu de tout ce manège et de ce que j'appelle une farce.
Donc, j'aimerais bien que vous me répondiez sur ce point très précis. Finalement, quel est le danger de l'HCERES? Moi, j'en vois aucun pour l'instant. Sinon, qu'on perd de l'argent, nous, les contribuables, à financer ce truc. Je vous répondrai sur les deux points. Je commencerai par le premier à propos du concept. Je pense que définir le concept par son abstraction n'est pas une définition. Je pense que ce qui fait l'opérativité d'un concept, c'est la manière dont il se rapporte à un certain réel. Et son pouvoir discriminant, c'est sa dimension critique. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, les traditions dans lesquelles on se situe, vous et moi, ne sont pas tout à fait les mêmes. Et je crois beaucoup à la force du concept. À la force du concept comme un outil opératoire qui permet de décrire et de poser des problèmes. Voilà. Donc tout ça pour dire que votre référence à la philosophie analytique est une référence parmi d'autres, et qu'effectivement la manière dont vous posez le problème de la liberté académique en vous référant à Humboldt et à la déclaration des chartes des présidents d'universités américaines est une manière d'aborder la question. On aurait pu l'apprendre au début du XIIIe siècle à propos de la manière dont se font les franchises et se mettent en place les franchises universitaires dans le conflit politique qui oppose les universités à la religion et notamment au pape. Je termine sur ce point et maintenant j'en viens à ce que vous dites à propos de l'HCERES. Alors, moi, ma vision est un peu différente. Je pense que les laboratoires, par exemple, les grandes unités de recherche, ont une certaine utilité. Je ne les disqualifie pas a priori comme vous, dans une lecture très individualiste et très personnaliste de l'activité de la recherche. Je suis complètement convaincu qu'il y a une dimension collective de la recherche et que quelque part, les laboratoires, quel qu'en soit le statut, ont au moins ce mérite d'introduire des formes de rationalité et de cohérence dans un travail qui peut être collectif de la recherche. Donc ça, c'est pour le premier point. Et si vous admettez la réalité et la positivité de ces institutions, à ce moment-là, la question du rapport avec l'HCERES devient un peu différente de celle que vous posez. Je pense effectivement, et pour l'avoir été, alors là pour le coup je peux parler de mon expérience personnelle, puisque j'ai eu la chance ou la malchance, comme vous voulez, de diriger pendant 5 ans une grosse unité de recherche au CNRS et de voir ce que ça pouvait être le travail de mise en conformité d'une activité pendant 5 ans pour le mettre au laminoir en quelque sorte des attentes de l'HCERES. Je pense qu'en termes de normes et en termes de gaspillage de temps de travail, effectivement, l'HCERES joue un rôle absolument considérable. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a effectivement un impact qui est absolument pas mineur sur le travail de la recherche. Et je crois encore, là c'est un autre chantier, mais il faudrait vraiment le discuter, je pense que les transformations qui sont en train d'être opérées entre la vague B et la vague C sur les critères d'évaluation de la recherche sont là aussi une mine qui pourrait intéresser les sociologues sur la question du système de production des normes. Voilà. Donc je pense que de fait, oui, c'est important. Ça n'est pas une institution inutile, c'est une institution qui produit symboliquement des représentations et qui produit normativement des conduites et des attitudes. Et je pense que là, pour le coup, c'est pas du tout mineur. Dernière question, Jean-Marie au fond. C'est des conséquences très concrètes pour des collègues qui pourraient raconter à M. Beau comment ça se passe quand un avis de la HCERES sert à démolir un labo qui, effectivement, ne pèse pas trop ou ne rentre pas dans la logique du marché, etc. Dans la logique idéologique dans laquelle, aujourd'hui, parce que c'est un mot aussi qu'on devrait employer, c'est-à-dire qu'il y a une logique idéologique, comme tout ce monde. Mais je m'interrogeais sur le titre que vous appelez à la philologie, et je me demande si, une remarque comme ça qui me vient, c'est savoir critique, comme si, peut-être pour certains nostalgiques, il y a des savoirs absolus, mais le savoir critique, c'est presque un oxymore. Oui, alors, qu'on en soit là, traduit quelque chose. Je trouve que votre remarque est absolument excellente et justement, une partie du travail qu'on fait dans le début de cet ouvrage, c'est d'élargir le sens du mot critique, parce qu'il a été en quelque sorte étréci et polémiqué en quelque sorte à travers toutes les controverses auxquelles on a assisté sur la neutralité du savant, etc., etc. Et on rappelle simplement que critique, ça veut dire faire le tri, séparer, choisir, et que toute activité de description, qu'elle soit sociologique, historique, philosophique, eh bien, elle opère des choix, elle fait des choix, et que donc toute activité de connaissance positive est une activité critique.
Simplement, ce qu'il faut, et ça c'est la réciproque importante, c'est admettre qu'il y a une pluralité de points de vue de lecture critique. Voilà. Donc, nous, parler de savoir critique, c'est effectivement quelque chose qui a les airs d'une évidence, mais qu'il faut rappeler dans un contexte où le mot critique a été chargé négativement dans les polémiques qu'on connaît. Dernière remarque, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'un certain nombre de nos collègues ont intégré. Il y a un excellent petit livre que Bruno Latour avait fait à l'occasion d'une conférence donnée à l'INRAE maintenant, il y a quelques années. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on peut le retrouver sans doute. Et où il décrivait l'activité de recherche comme une entreprise capitalistique. Et en fait, il disait aux chercheurs, vous êtes des capitalistes. Et il leur expliquait en quoi l'accumulation de publications, etc. Et je trouve qu'il faudrait relire ce petit livre. Il y avait, je crois, une question de Mona. Une toute petite question qui s'adresse aussi bien à Claude Gauthier qu'à Olivier Beau. Je voulais savoir pourquoi on n'a pas du tout évoqué l'Europe là, comme production de normes. Parce qu'il y a quand même, quand je pense à tous ces énormes projets sur lesquels on passe des heures et des heures et des heures, les ERC, les ORA, etc., avec des normes de plus en plus contraignantes, qui nous demandent à passer de plus en plus de temps. Où est-ce que vous le mettez là dans votre hiérarchie des normes? Je pense que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que nous, le propos du livre était un propos beaucoup plus délimité, puisqu'on nous avait aussi délimité le format. Mais il est clair que le cadre européen est un cadre qui vient en quelque sorte surencadrer, mais avec des logiques qui sont relativement proches, cette production des normes. Donc je pense qu'il faudrait ajouter la dimension internationale. Nous ne l'avons pas fait, mais ça me paraît tout à fait pertinent et s'inscrit exactement dans la même ligne. Juste, je rajouterais bien ce qui vient des États-Unis. Parce qu'il y a la couche Europe, mais c'est aussi intéressant de voir comment ces normes sont différentes et apparaissent aux États-Unis et sont vraiment structurantes de toute la communauté scientifique des États-Unis. Oui. Jacques Eliel, pour une fois, arrête de faire un jeu de la technique. Aussi. Je sais, enfin bon, c'est pas grave. Je voulais intervenir sur 2 points, mais c'était 2 questions qui recoupent un peu qui essaient de faire une sorte, pas essayer de faire un lien, mais qui posent des questions sur les 3 interventions. Dans le domaine de l'éthique, en étant très schématique, on a un continuum qui va des valeurs aux principes, aux normes. Et au tout début de ce continuum, il y a la question de la finalité. Dès qu'on parle de normes, mais je ne sais pas si c'est la même notion ou même concept de normes là, c'est associé en fait à une forme de finalité et un ensemble de valeurs qui sont promues d'une certaine manière. Alors, au niveau européen, le dernier jeu de l'Europe dans ce domaine-là, c'est ce qu'on appelle l'éthique by design, qui consiste en fait à considérer qu'on peut définir une manière d'être éthique. Alors, ça a été développé d'abord pour l'IA et pour les agents rationnels autonomes, de telle sorte que ce qu'on définit puisse être opérationnalisé sous forme de normes. Et dans le cas d'agents rationnels, c'est du code. C'est de mettre à l'intérieur du logiciel, en fait, les normes nécessaires. Ça ressemblerait en fait à une généralisation des lois d'Asimov sur la robotique. Et c'est devenu le Graal de l'Europe en disant tous les systèmes technologiques doivent avoir une implémentation suivant une procédure éthique by design pour pouvoir en gros se comporter entre guillemets de manière éthique. Donc, moi, j'avais la première question sur est-ce qu'en fait, ce concept de norme, enfin, la définition de norme est la même, enfin, elle se recoupe. Moi, j'ai l'impression que oui. Et le deuxième point, c'est que une bureaucratie que je différencie du concept d'administration ou administration,
c'est un ensemble d'individus. Une bureaucratie, c'est un système qui est au service, en fait, d'une finalité. Et qu'à partir du moment où on est passé progressivement d'un bien éducationnel, enfin du diplôme ou d'un cours comme bien éducationnel, c'est-à-dire qui n'était pas mesurable en termes économiques, à un bien économique, on a introduit une autre finalité pour l'université, et ce qui a généré en fait à la fois l'HCERS, enfin l'AERS, et l'augmentation progressivement du norme et la bureaucratie telle qu'on la voit aujourd'hui. Et à ce moment-là, l'HCERS, c'est pas quelque chose d'anodin, parce que par un phénomène réflexif, il fait accepter aux jeunes générations, je dirais, le fait qu'on a changé les finalités de l'université et que l'université est devenue une machine à faire des diplômes qui sont des biens économiques, donc de plus en plus des certifications de compétences et non plus en fait des diplômes au sens universitaire comme il y a 20 ou 30 ans. Et ça enlève un troisième point, tout ça étant sous forme de question, ça enlève un troisième point, le concept de temps long, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on est dans un bien économique, on doit pouvoir l'évaluer extrêmement rapidement, ce qui fait des étudiants clients de ce bien économique en l'évaluant de manière immédiate, sans prendre du tout un temps long, c'est-à-dire une connaissance qui est transmise, elle peut ne servir absolument à rien dans l'immédiat. Une recherche ne peut servir à rien dans l'immédiat et peut avoir des effets parce que c'est des solutions latentes, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, et donc ne peut pas être considéré comme un bien économique. Mais à partir du moment où on force à considérer comme un bien économique, en conséquence, je dirais, le phénomène cause-effet, c'est qu'à ce moment-là, on a une augmentation de la bureaucratie pour mettre en place ces normes et les faire appliquer. Je veux bien commencer. Oui. Alors, d'abord, je vous remercie. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Et effectivement, il faudrait, dans l'analyse, introduire des nuances et des distinctions sur ce qu'on appelle les normes. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc, effectivement, il y a des régimes de normes qui ont des statuts et des fonctions différents. Et de ce point de vue-là, il faudrait sans doute faire une analyse que nous n'avons pas faite et qu'il faudrait faire de ces différents statuts. Alors, je vous indique juste que dans le nouveau vocabulaire, dans la novlangue de l'HCERS, sur la préparation des nouvelles formations, effectivement, maintenant, on ne raisonne plus qu'en termes de compétences. Hein. La certification se fait sur les compétences et non plus sur l'acquisition de savoir-faire. Donc, c'est quand même intéressant parce que là aussi, on a une évolution du vocabulaire qui dit beaucoup plus que les mots qui sont employés. Donc, sur ce plan, je pense que je partage votre idée sur la nécessité, finalement, dans un système qui évolue de cette manière, d'une institution comme l'HCERS, comme facteur de production de normes, et qui accompagne, pour ne pas dire accélère, la modification et de la finalité et des moyens d'y parvenir. Et l'acceptation de la finalité par ceux qui se soumettent. Oui, bien sûr. Ça, c'est une autre question, mais on aura sans doute l'occasion de reparler après. D'autres membres de la groupe souhaitent répondre ou est-ce que on garde ça pose, enfin, la remarque que vous avez faite, la longue remarque de Jacques et la réponse de Claude pose aussi la question de ces ruses du consentement qui sont les ruses du consentement en pratique, quand bien même, effectivement, tout le monde joue au malin à l'université en disant « je ne suis pas dupe, je remplis mon formulaire, je sais bien que pour avoir de l'argent au niveau européen, il faut faire ça et ça et ça », tout en montrant la plus grande distance possible avec l'adhésion ou la croyance en idée, mais les institutions ne sont pas bêtes et en général, elles se satisfont fort bien du consentement en acte plutôt que dans les cœurs. C'est comme ça que ça marche aussi. Moi, je peux juste dire deux choses, peut-être. J'ai pris la parole parce que j'ai oublié de lever la main. Non, juste pour dire que c'est vraiment important, cette idée de ethic by design. Et simplement, je ne suis pas très combattante là-dessus, mais c'est évident, encore un palier de plus dans la transformation du numérique et qu'il faut y être attentif. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, la recherche, c'est le temps long, justement. Ce n'est pas la recherche Safari, ce n'est pas la recherche en 3 jours, surtout les recherches ethnographiques.
Et donc, c'est quelque chose qui échappe quand même souvent, presque par nature, au modèle purement économique. Bon, une dernière remarque peut-être d'Alexandre avant qu'on passe la parole. On a encore 2 intervenants. Oui, je pose cette question assez régulièrement et jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas encore eu une réponse satisfaisante. Mais la plupart de vous, vous êtes fonctionnaires publics. On ne peut pas vous renvoyer. Je ne comprends pas jusqu'au bout. Peut-être c'est mon esprit russe, mais vous pouvez résister, mais de manière beaucoup plus tranquille. Je ne comprends pas pourquoi vous suivez ces normes. Je veux dire, est-ce que vous avez une réponse constructive? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait à vous engager et n'a jamais refusé certaines tâches, par exemple? Il y a des personnes qui le font. Juste un point pour ma part, ça produit un effet de décalage croissant entre nous qui sommes les titulaires, et on voit bien comment dans les mouvements récents, dans les mobilisations de la recherche, c'est un clivage qui devient de plus en plus compliqué à gérer que le confort des titulaires ou le confort désigné comme tel des titulaires. Et si on s'acharne dans des formes de refus, en fait, qui on pénalise très souvent les doctorants et les armées de précaires qu'on génère quand on est des bons élèves de ramener du contrat, ramener les choses. Et donc, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que si on se crispe uniquement sur, finalement, on a des statuts confortables, on refuse de jouer le jeu, on apparaît comme des espèces d'élitistes irresponsables à qui on reprochera de ne pas vouloir se faire évaluer, etc. Je suis bien d'accord avec toi, je pense qu'on devrait résister davantage, mais effectivement, on se fait très souvent coincé en fait par les attentes d'un certain nombre de précaires qui préféreront qu'on ramène quand même tel ou tel contrat et pour lesquels on ne peut pas se permettre de devenir complètement asociaux dans une partie des univers auxquels on participe. C'est qu'une partie de la réponse. Je vois et Sylvain et Claude et après ça serait bien. Moi je pense qu'en plus la question il ne faut pas la poser sur un plan psychologique. Je pense que pardon, excusez-moi. Je pense que on est dans des situations relativement complexes où il faut passer au-delà de l'attitude individuelle. Donc, il y a la double contrainte qu'évoquait Johanna et qui est une réalité extrêmement importante. Et puis après, il y a comment est-ce qu'on arrive à agréger des conduites de résistance. Et là, on touche d'autres difficultés. Et je pense que le sens aussi, l'évolution de nombre des réformes qui nous accablent depuis longtemps, et que ce soit des gouvernements de gauche ou de droite, de ce point de vue-là, il y a une continuité absolue. Eh bien, c'est notamment de passer cet écueil, cet obstacle de la mobilisation, c'est-à-dire du passage de l'individu ou de la réaction individuelle à quelque chose de collectif. Je pense que là aussi, la théorie des mobilisations, elle a beaucoup de sens. Et on joue dans le sens de l'isolement. Beaucoup, beaucoup. Oui, donc je veux dire, en nombre, il y en a eu aussi des émissions, des refus de... on pourrait faire aussi une histoire des cycles naturels des chercheurs face à des réformes. C'est d'abord, la première réaction, c'est la pétition. La deuxième, c'est la démission en bloc, que ce soit pendant Sauvons la recherche, tout un tas de mouvements. Et puis, au bout d'un moment, on va reprendre des positions administratives parce que soit on les reprend pas et d'autres vont les prendre, soit on boycotte les primes d'excellence, mais quand même d'autres vont les demander. Donc, en vérité, au bout d'un moment, il y a un décalage qui se produit, comme disait Johanna, et les choses évoluent. Mais donc, il y a quand même eu enfin, je pense qu'on oublie un peu que le côté sain, donc ça, c'est quand même la première réaction, c'est généralement de refuser et de dire on n'ira pas, etc. Mais il n'y a jamais une masse critique suffisante pour bloquer le système dans son ensemble, quoi. Donc c'est ça aussi qui fait que ça continue. Juste pour illustrer ce que vous venez de dire, parce que je trouve que c'est vraiment très juste, à propos de l'évaluation de la vague B, Triangle, donc, qui était le laboratoire dans lequel, que je coordonnais, avait refusé de recevoir le comité d'évaluation HCERS. Refus net. Et d'ailleurs, refus concomitant d'une démission de tous les membres du comité de visite. Donc, on s'était coordonné pour que les choses soient un peu... Eh bien, d'où est venue si je dirais, la menace de la direction de l'école. Direction de l'école qui fournit 70% de l'espace des bureaux, etc., et qui nous a très clairement fait comprendre que dans une école normale supérieure, il fallait absolument
une évaluation, que dans un lieu d'excellence, on ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir de laboratoire évalué, etc., etc. Donc là, on voit bien comment la situation spécifique, locale, géographique, prend le relais des formes d'injonction, et même quand il y a des résistances, on annihile, en tout cas relativement, une partie des conséquences. La menace, ça fonctionne aussi, hein, ça fait peur.